Bonjour Lucas Fritz, Bonjour Pablo. merci d'avoir accepté l'invitation de Regard. Alors tu es chercheur en anthropologie et si on t'a invité, c'est parce que tu as publié un texte sur un blog de Mediapart qui s'intitule La neurodiversité, le pan oublié de l'intersectionnalité et qui est un peu comme une adresse en fait à la gauche politique, un appel en fait à se situer dans un nouvel endroit de la politique qui serait entre la lutte anticapitaliste et l'autostimulation, entre la collapsologie et le corps à la sensorialité précaire, entre utopie politique et corps autiste. En gros, tu dis que l'approche du monde des neurodivergents pourrait, ou plutôt devrait, alimenter la pensée de la gauche. Mais du coup, ma première question, elle est toute simple. C'est quoi un neurodivergent? Alors, je vais avoir beaucoup de mal à répondre à cette question, donc je préférerais répondre à la question sous-jacente qui est celle de qu'est-ce que la neurodiversité, sur laquelle il y a un peu plus de consensus. Donc, la neurodiversité, c'est un assemblage assez hétéroclite de mouvements politiques et intellectuels qui ont été menés par des individus autistes dans le but de changer les représentations liées à l'autisme. Et ce mouvement a été principalement articulé aux États-Unis, en Angleterre, depuis les années 90, avec des grands lobbying, par exemple, autistes, pour changer les acceptions médico-légales de l'autisme, avec énormément de textes et de contenus vidéo et audio qui ont été diffusés sur les réseaux sociaux, qui ont amené à de nouvelles collaborations dans le champ des politiques de la santé autour des questions de l'autisme. Et en fait, la neurodiversité rencontre de très grandes difficultés d'implantation en territoire français. Elle est complètement absente en fait, du paysage universitaire, elle est quasi absente du paysage politique. Les associations autistes ont beaucoup de mal à se faire entendre en France notamment. On reste en fait dans une conception qui est très très rétrograde de cette spécificité neurodéveloppementale, alors que les autistes sociabilisent énormément sur Internet et sociabilisent notamment dans le champ du politique, avec vraiment des fortes revendications en disant ma sensibilité est une sensibilité particulière, c'est une façon d'habiter le monde. Et en revendiquant cette façon d'habiter le monde, on peut même aider des personnes non autistes et entrer en coopération avec des personnes non autistes qui ne se retrouvent pas dans notre monde actuel. Alors justement, c'est quoi cette façon d'habiter le monde par les neurodivergents, enfin par les gens de la neurodiversité? Alors, la neurodiversité répond en fait aux diverses spécificités sensorielles en fait, des autistes, c'est-à-dire qu'ils sont hypersensibles au bruit, par exemple, hypersensibles à la lumière. Ils ne sont pas particulièrement à l'aise avec les communications verbales en face à face, voire même pas verbaux du tout pour certains et certaines d'entre eux, c'est-à-dire qu'ils doivent employer soit des technologies de communication, des claviers adaptés pour pouvoir communiquer. Et en fait, la plupart des espaces de sociabilité actuellement, que ce soit dans le milieu scolaire ou que ce soit dans le milieu professionnel, sont en fait exclusivement dirigés vers ce qu'on peut appeler des neurotypiques, c'est-à-dire vers un type de communication particulier, qui est la communication verbale, l'échange en face à face. Enfin, on a bien vu en fait avec le confinement à quel point finalement cette présence communicationnelle orale était importante. Et en fait, le mouvement de la neurodiversité propose justement d'inventer ou d'investir d'autres champs de la sociabilité qui ne se reposent pas exclusivement là-dessus. Sur cette technologie de communication entre guillemets normale mais en fait c'est ça que j'ai pas très bien compris en fait dans ton texte. C'est pourquoi réussir à s'abstraire en fait de ces codes de communication qui sont considérés comme normaux par ce que tu appelles les neurotypiques. Pourquoi réussir à s'abstraire de ça, ça pourrait constituer quelque chose d'intéressant politiquement. Alors, parce que, et là, En gros, tu dis, attends, juste, en gros, ouais. je vais citer ton texte. Tu dis, certains Mhm. autistes verbaux font le choix de revendiquer leur droit à ne pas toucher le monde pour se définir en retour par leur droit d'être autre chose qu'un corps utilisateur d'objets et producteur d'objets. Mais alors, pourquoi est-ce que vouloir appréhender le monde comme ça, pourquoi ça serait intéressant pour la gauche, tu vois? Pourquoi est-ce qu'il faudrait ne plus toucher le monde, ne plus vouloir produire des objets, par exemple? Hmm. Bah alors là, c'est vraiment tout le pan, on va dire, anticapitaliste en fait, du mouvement de la neurodiversité
qui soit s'adresse véritablement directement aux moyens de production, en disant en fait le monde de la communication tel que nous le concevons actuellement, c'est-à-dire même ce que nous sommes en train de faire là, toi et moi, en fait, Pablo, on est en train de nourrir potentiellement YouTube ou Facebook pour leur permettre de glaner des utilisateurs, de glaner des likes et euh, de, Des vues. d'actualité et de faire des lectures de vidéos. Donc en fait, la communication verbale est devenue un objet de marchandise à part entière. Et en fait, il est impossible d'adresser une critique forte contre les systèmes de production marchands ou contre le système capitaliste sans repenser le rapport que l'on a à la communication et aux espaces de communication. Donc après, j'ai fait le choix en fait d'une posture qui était assez vindicative et assez agressive dans cet article pour pouvoir vraiment faire rentrer ces questionnements-là. Il est bien évidemment pas question en fait de passer notre vie à se taire et à rester terré chez soi, mais disons que l'adresse que notamment les utopies de gauche peuvent faire au système de production marchand, il doit passer par une adresse à la façon de communiquer et aux technologies que nous employons pour communiquer. Ok, donc pour toi, par exemple, parce que tu parles notamment tout à l'heure, tu en as parlé du confinement, tu vois, qui nous a rapprochés dans une certaine mesure de la perception nouvelle du monde qu'ont les neurodivergents. Pour toi, il ne s'agit pas de dire ah, il faudrait qu'on soit dans un confinement indéfini, parce que ça serait intéressant d'expérimenter ça, que nos sociétés expérimentent ça plus longtemps. C'est pas ça que tu dis. Non, non, ça c'est pas la façon dont j'envisage. La façon dont j'envisage, c'est qu'on a été en tout cas pour rebondir sur la question du confinement, c'est qu'on a été soudain dans une situation où on était dans une contrainte de distance physique, où il a fallu réadapter notre façon de travailler et de communiquer avec cette distance physique-là. Et qu'en fait, il y a des individus qui sont les neurodivergents, qui se sont déjà adaptés à ce type de situation il y a bien des années, et qu'en fait, on n'a pas besoin d'être particulièrement créatif parce qu'il y a des individus, et notamment des individus autistes, qui ont déjà été créatifs à notre place il y a bien des années. Et qu'en fait, le manque d'études même sur les sociabilités des individus autistes en ligne et hors ligne ces dernières années, elle témoigne d'un énorme désintéressement en fait, sur cette question-là, alors qu'elle devient brûlante pour la plupart d'entre nous. Donc moi, mon objectif, c'est plus de, de souligner quelque part les représentations que l'on a de l'autisme actuellement et de dire il y a depuis 20 ans des personnes qui s'organisent autour de ces questions-là et dont on devrait apprendre. Et il y en a en France? Ça existe, il y a des structures en fait qui s'intéressent à la neurodiversité en France. Alors oui, alors il y a des associations qui prononcent directement ce mot et qui ont vraiment importé toute l'architecture conceptuelle américaine en France. Donc il y en a vraiment deux structures, l'une qui est le collectif atypique et l'autre qui est l'association clé autiste, qui sont vraiment les deux acteurs, les deux acteurs principaux en fait en France. L'une, le collectif atypique, qui se revendique, on va dire, d'une acception, on va dire, compréhensive de la neurodiversité, c'est-à-dire que si vous vous sentez différent, si vous n'êtes même pas, il ne s'agit même pas de savoir si vous avez été diagnostiqué ou non par l'univers médical, mais vous pouvez rentrer et collaborer dans cette association. Et l'association Clé Autiste qui, elle, attaque de façon assez virulente, notamment le secrétariat d'État aux personnes handicapées pour ces lenteurs en fait dans la compréhension de l'autisme. Et donc on a ces deux associations qui occupent des positions centrales aujourd'hui. Alors, il y a un autre truc qui est important dans ton texte, et tu en as un peu parlé là depuis le début de cette interview, c'est le rapport à la normalité, à la norme. Pour toi, et d'ailleurs ça c'était quelque chose qui avait déjà été interrogé par toutes les réflexions et les travaux sur le queer. Pour toi, il est nécessaire en fait de s'abstraire de cette normalité pour en gros être progressiste, c'est ça? En quoi la normalité Euh, est un problème politique? en quoi mais oui, en fait, la question de la norme elle est adressée en fait de façon sous-jacente, j'ai l'impression, par la plupart des groupes minoritaires. Et en fait, la neurodiversité se réclame en disant nous sommes une minorité neurologique, non pas dans le sens où quantitativement en fait nous sommes moins présents en fait que les autres,
puisque de toute façon, les études ont montré qu'en fait, le taux de prévalence de l'autisme ne cesse d'augmenter en population générale, ainsi que les autres particularités neurodéveloppementales. Mais c'est de dire qu'en fait, notre discours est rendu invisible, il est rendu muet par un discours majoritaire. Et en fait, la question de la norme, j'ai la sensation en tout cas, qu'elle est transversale en fait à tous ces groupes minoritaires et que c'est vraiment la question qui est au cœur de l'intersectionnalité en fait. C'est-à-dire quelle est cette norme et quels sont les lieux de fabrication de la norme qui excluent en fait un certain type de corps, un certain type de comportement. Et la raison pour laquelle j'ai intitulé ce texte, la neurodiversité, le point oublié de l'intersectionnalité, c'est que j'ai l'impression qu'il y a en fait des résonances de la neurodiversité plus ou moins explicites dans la plupart des luttes des groupes minoritaires et notamment queer, où finalement le queer, c'est pas simplement en fait comment faire accepter ma sexualité, c'est comment aussi construire d'autres modes de rapport à autrui, des rapports à autrui de soins, de bienveillance, de comment constituer d'autres formes de communauté en dehors des normes communautaires, familiales, sociétales qui sont dominantes aujourd'hui. Ok. Alors, j'ai une autre question qui tient en fait au vocabulaire et aux concepts qui sont charriés aujourd'hui par une grande partie du champ politique et notamment à gauche. On entend souvent parler, par exemple, de chercher l'hégémonie culturelle, vouloir prendre le pouvoir, avoir une ambition pour le peuple. Pour toi, est-ce que ça, c'est un vocabulaire à bannir? Parce que j'ai l'impression que ça ne correspond pas trop en fait à ce que tu pourrais proposer, à ce que pourraient proposer les neurodivergents. Tu comprends? C'est presque un vocabulaire en fait vieilli. Oui, tout à Pourquoi fait. c'est un Ouais. problème? Est-ce que pour toi il y a un problème de vocabulaire en fait? Est-ce que c'est d'abord, ouais, voilà, est-ce que c'est pas d'abord et avant tout un problème de vocabulaire? C'est effectivement un problème de vocabulaire, mais c'est aussi un problème de savoir est-ce qu'on a envie, enfin, et j'emploie ce on inclusif en tant qu'allié de la neurodiversité pour le coup, et est-ce que vraiment on a envie de prendre le pouvoir? Mais je pense que c'est aussi une question qui taronne toutes les minorités, que ce soit les minorités de genre ou que ce soit les luttes queer. En fait, est-ce qu'on a vraiment envie de prendre ce pouvoir qui reproduit en fait des situations d'inégalité sociale, qui reproduit ces situations d'injustice? Ou est-ce qu'on a envie d'inventer cette autre chose et en tout cas, moi, si tu m'adresses la question personnellement, moi, je pense que le futur de la neurodiversité et peut-être le futur des minorités se situe dans cette autre chose. Et que quelque part, il y a ce truc un peu à la Machiavel que le pouvoir est un peu le mal en soi, quelque part, et que les structures de pouvoir actuellement, en tout cas, sont quelque part un peu destinées à reproduire ce type d'inégalité. Donc oui, il y a ce problème de vocabulaire, mais qui regroupe des dynamiques sociopolitique réelle. Ok, j'ai une dernière question, Lucas, parce que c'est un peu un paradoxe en fait. Ce que tu proposes en fait à la neurodiversité et aux neurodivergents, tu dis il faudrait qu'ils aient peut-être une place plus importante dans l'espace politique, notamment français. Mais paradoxalement, le problème, enfin plutôt un des paramètres de la neurodivergence, c'est les problèmes de communication, c'est-à-dire c'est ne pas pouvoir communiquer. Ça fait même partie, c'est même au cœur de ce que c'est qu'un neurodivergent. Du coup, comment est-ce qu'on peut concilier les deux? Parce que tu vois, par exemple, quand tu prends les luttes des homosexuels ou les luttes des Noirs ou beaucoup de luttes de minorités, pour se faire connaître, ils vont essayer de gueuler très fort, tu vois, de faire des actions choc, etc. C'était ce qu'a fait ACT UP, c'est ce qu'ont fait les Black Panthers, etc. Le problème, c'est comment les neurodivergents vont pouvoir se faire entendre, alors même que ne pas crier, c'est ce qui constitue aujourd'hui leur identité. Eh ben, écoute, c'est une excellente question, Pablo. Ben, moi, je pense qu'il y a. Il ne faut pas oublier que je pense que la neurodiversité, c'est aussi une lutte dans le champ de la santé, en fait. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'il y a des individus, en fait, des neurodivergents qui ont aussi des besoins, en fait, de soutien médico-légaux, qui ont besoin d'avancées politiques dans certains domaines liés aux prises en charge de leurs particularités neurodéveloppementales. Donc, je pense qu'il y a dans cette communication sur la neurodiversité, il y a aussi un besoin de faire changer, on va dire, les structures politiques au plus haut niveau. Après, comment conjoindre l'utopie, on va dire, de la neurodiversité avec les transformations réelles à apporter du point de vue de la santé? Ça, c'est une question qui, je pense, reste ouverte et qui ne cesse de traverser ce mouvement.
Est-ce que c'est parce qu'en fait, j'ai une question, en fait, la question sous-jacente, c'est est-ce que c'est le rôle des alliés? Est-ce qu'il faut que les alliés prennent une grosse importance, en fait, dans la lutte pour la reconnaissance de la neurodiversité? Peut-être plus que eux-mêmes, plus que les neurodivergents eux-mêmes, dans la mesure où ils n'ont pas ces possibilités-là de communication, comme toi, par exemple. Hmm. Aujourd'hui, tu vois, c'est toi qui Euh, prends la parole. Ce serait beaucoup plus oui, oui. compliqué, par exemple, de faire une interview avec un neurodivergent qui aurait plus de problèmes de communiquer avec moi, d'autant plus via une Hmm. interface comme celle-là. Hmm. Bah, après, c'est parce que c'est l'exercice canonique du journalisme qui nous impose ce type de communication. Donc moi, je pourrais répondre en disant, mais en fait, il faut presque changer la structure journalistique elle-même, en fait. Mais pour pouvoir être plus réaliste, moi, en tout cas, ce que j'essaie de faire pour essayer de me débarrasser un peu de ce paradoxe de l'allié qui en fait, pousse l'autre à parler, mais qui en même temps lui vole la parole, c'est essayer déjà, en fait, au niveau de l'université, au niveau des espaces d'enseignement, de créer en fait des phénomènes de porosité où j'invite des individus autistes à parler de leur expérience. J'essaie de créer des interfaces qui permettent de les rendre à l'aise pour pouvoir nous parler en fait de leur point de vue sur leur système de santé ou sur leur mode de sociabilité. J'essaie d'intégrer des contenus web à mes explications. Donc, je pense qu'on peut créer des dispositifs pour favoriser la parole autiste sans pour autant l'apprendre. Mais ça nécessite en fait de réfléchir à la communication, à la façon dont on représente à chaque étape de la communication. Merci beaucoup, Lucas Fritz. Ben, merci Pablo pour l'invitation. Merci.